Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la fascinante et passionnante question des vies antérieures, qui sera intitulée Pourquoi et comment retrouver ses vies antérieures. Et donc je voudrais tout d'abord dire quelques mots sur la question de la réincarnation, qui est considérée dans les milieux intellectuels et académiques, universitaires, un petit peu comme une question farfelue, saugrenue, sulfureuse, avec l'idée que bon, c'est un petit peu une superstition orientale propre au bouddhisme et à l'hindouisme, une idée un peu bizarre. Bon. Alors cette prévention, si vous voulez, ce préjugé sur la question de la réincarnation est totalement infondé quand on veut bien se pencher sérieusement sur la question. D'abord sur le plan historique. Il faut savoir que nos ancêtres les Gaulois, par l'entremise intermédiaire des druides, connaissaient la réincarnation. Jules César, dans la guerre des Gaules, et différents autres auteurs latins en ont attesté. La réincarnation faisait partie de l'enseignement druidique des Celtes en particulier. Et dans la longue histoire de la culture occidentale, de grands esprits, dont Victor Hugo, Goethe et beaucoup d'autres, en fait, la liste serait longue, ont prêté foi et pris au sérieux cette question des vies antérieures et de la réincarnation. Et de nombreux mouvements initiatiques, ésotériques, occidentaux, chrétiens, hétérodoxes, comme les cathares par exemple, parlaient également de réincarnation. Donc il n'y a pas que les orientaux qui se sont intéressés à cette question et ont investigué cette question. Et plus on remonte loin dans le passé, plus on s'aperçoit qu'au final, la planète entière, les peuples, tous les peuples sur les 5 continents, s'intéressaient à la réincarnation et prenaient cette question tout à fait au sérieux. Voilà, donc c'est pas une spécificité orientale. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a 2 manières d'aborder la question de la réincarnation. Une manière religieuse et une manière scientifique, ce qui peut surprendre. Donc la manière religieuse, on va la trouver justement dans les religions orientales. On va trouver par exemple chez les Tibétains, les bouddhistes tibétains, le livre des morts tibétain, mais il y a aussi un livre des morts égyptien. Et ce qu'on pourra remarquer, c'est qu'il y a des différences entre la manière dont les différentes religions parlent de la réincarnation, précisément parce qu'il s'agit de religions dogmatiques et souvent passablement superstitieuses, en ce sens que les données qui sont enseignées sont données de 2e, 3e, 4e ou 5e main, autrement dit des données passablement corrompues, transformées par les prêtres et par les différentes adaptations ou interprétations successives. Tandis que dans l'approche scientifique, au sens expérimental des vies antérieures, qui est une spécificité française et américaine relativement récente, puisque ça a commencé avec le colonel de Rochas, donc un Français au début du XXe siècle. Et ça a continué par exemple avec Patrick Drouot, et aux États-Unis notamment, parmi beaucoup d'autres, avec Michael Newton. Eh bien là, il n'y a aucune divergence. On trouve tous, et je m'inclus dans le lot parce que je fais des expériences, des recherches sur les vies antérieures depuis une bonne 40aine d'années maintenant, et on trouve tous strictement et rigoureusement les mêmes éléments, les mêmes données, tout simplement parce qu'on explore la même matière, si vous voulez. Donc comment explorer les vies antérieures? Bon, je vais y venir dans la 3e partie de mon exposé. Mais surtout, comment peut-on parler de recherche scientifique sur les vies antérieures? J'entends, comme je l'ai dit, scientifique au sens d'expérimental, c'est-à-dire que par différentes méthodes, on amène des personnes à retrouver ainsi des vies antérieures, et on peut ainsi collecter, comparer les données, les éléments,
voilà, les informations qui sont fournies au cours de ces recherches. J'ajouterais que ce que peu de gens savent, la réalité de la réincarnation a été prouvée scientifiquement il y a une bonne cinquantaine d'années maintenant par le professeur Stevenson, professeur au MIT, Massachusetts Institute of Technology, c'est difficile à dire pour un Français. Voilà. Alors comment peut-on prouver la réalité scientifique de la réincarnation? Tout simplement, enfin, il y a deux méthodes, soit par des éléments historiques qui sont donnés par la personne qui retrouve une vie antérieure et qu'on peut ensuite confirmer, corroborer par des recherches historiques, soit, et c'est encore plus probant, par des éléments d'état civil que la personne ne peut pas supposer avoir trouvé par elle-même. Et en Inde, donc, où le professeur Stevenson a fait ses recherches, un pays où on ne dit pas aux enfants lorsqu'ils parlent spontanément de leur vie antérieure, c'est ton imagination, tais-toi, tu dis n'importe quoi. Donc un pays où on prend au sérieux les souvenirs de vie antérieure, le professeur Stevenson a retrouvé 70 cas de vie antérieure, c'est-à-dire d'enfants qui disent dans ma vie précédente je m'appelais X, je faisais tel métier, dans telle ville, etc. Et dans les archives d'état civil des villes en question, il a trouvé effectivement trace de ces personnalités de vie antérieure. Donc il a écrit un bouquin qui s'appelle 70 Cases of Reincarnation. Voilà ce que je voulais dire sur le cadre général de la réincarnation. J'en viens au premier point, pourquoi retrouver ces vies antérieures? Donc ce qui pousse la plupart des gens à faire une recherche sur les vies antérieures, c'est essentiellement un processus psychothérapique, psychothérapeutique de guérison des émotions. Beaucoup de thérapeutes ont observé que leurs patients, lorsqu'ils recherchent l'origine de telle ou telle émotion douloureuse ou traumatisante, évoquent des souvenirs, des scènes qui visiblement ne viennent pas de la vie actuelle. Et donc effectivement c'est tout à fait logique dans la mesure où on a vécu parfois des dizaines, voire des centaines de vies antérieures, en tout cas humaines, je ne parle même pas des vies antérieures non humaines. Il est tout à fait logique que la part de l'inconscient qui vient de la vie actuelle soit un petit peu la partie émergée de l'iceberg, mais la grosse partie du travail psychothérapeutique vient de souvenirs traumatisants de vie antérieure. Donc c'est tout à fait logique qu'on retrouve des souvenirs qui ne viennent pas de la vie actuelle. Et donc on peut se libérer, guérir de ces émotions de vie antérieure par des techniques à la fois similaires à celles qu'on peut employer sur la vie actuelle. J'en ai parlé très succinctement, très brièvement dans ma vidéo sur l'alchimie émotionnelle. Comment transmuter ces émotions, mais il y a aussi des techniques spécifiques aux vies antérieures. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le deuxième intérêt qui amène à explorer ces vies antérieures, c'est de retrouver des dons, des talents qui viennent de vie antérieure. Donc souvent quand on a été artiste, par exemple, bon c'est mon cas par exemple pour la peinture, on va retrouver une voire des vies antérieures, on a déjà exercé cette spécialité, ce don, ce talent, cet art. Donc personnellement, bon, j'ai retrouvé déjà une vie antérieure où j'étais peintre, impressionniste, et le fait de retrouver ce coup de pinceau, si vous voulez, m'a aidé dans la... Comment dire, ça m'a permis de retrouver le feeling, de développer ce don, ce talent que j'avais déjà développé dans cette vie passée au 19e siècle. Voilà, alors c'est vrai pour les dons artistiques, c'est vrai aussi pour les dons médicaux, par exemple, les talents scientifiques, le don oratoire, etc., etc. Il y a toutes sortes de dons, de talents. Je pense par exemple aux guérisseurs, aux gens qui connaissaient les plantes dans des vies passées. Il y a toutes sortes de dons, de talents dont on peut retrouver l'origine dans des vies antérieures et qui nous permettent de réactualiser, de restimuler, de réactiver pour les utiliser dans la vie actuelle, ces dons et ces talents anciens. On peut même retrouver, et ça c'est aussi quelque chose de tout à fait fascinant, des connaissances qu'avaient les peuples anciens, par exemple dans le domaine parapsychique, parapsychologique, paranormal, donc des dons, des talents, des connaissances, des savoirs qu'avaient les peuples anciens
et qu'il serait possible, enfin sur lesquels il serait possible de faire des recherches aujourd'hui. Bon, moi je rêve d'une université qui serait assez ouverte pour qu'il y ait une chaire de recherche en vie antérieure, en réincarnation, où on retrouverait justement dans des civilisations anciennes comme, sans même parler de l'Atlantide ou de la Lémurie, mais par exemple les civilisations celtiques anciennes ou égyptiennes anciennes, comment par exemple étaient édifiées les pyramides, les mégalithes, etc. Voilà, il y a toutes sortes de recherches à faire tout à fait fascinantes, et il est dommage que pour le moment cela n'existe pas. Bon, troisième intérêt de la recherche sur les vies antérieures, les relations. J'ai observé que d'abord sur mon propre cas et ensuite sur maintenant les centaines de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler depuis toutes ces années, que ce que les notaires appellent nos ascendants, descendants collatéraux, c'est-à-dire nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, sont des personnes qu'on a connues dans des vies antérieures. Et pas seulement eux, nos histoires d'amour, nos histoires d'amitié, en tout cas les principales, nos partenariats, sont tous des êtres qu'on a connus dans des vies antérieures. D'ailleurs, le coup de foudre ne s'explique pas autrement. L'amitié, l'affection, l'empathie ou l'inimitié, la méfiance, la suspicion qu'on éprouve immédiatement à l'endroit d'un être s'explique très très souvent comme ça par un vécu commun dans des vies passées. Alors justement, il y a deux types de partenariats dans les vies antérieures. Les partenariats, je dirais, harmonieux, des gens avec qui tout de suite il y a un bon feeling, ça se passe bien, et qui vont constituer une sorte de soutien affectif et moral pour notre existence. Mais il y a ce que j'appelle un partenariat conflictuel, les gens avec qui ça se passe pas bien, et parce que déjà ça ne s'est pas bien passé dans des vies passées. Et là, l'intérêt du travail sur les vies antérieures est d'harmoniser la relation en guérissant précisément les souffrances, les émotions qui proviennent de ces vies antérieures communes. Alors je ne sais plus à combien j'en suis. Quatrième intérêt de la recherche sur les vies antérieures, l'aspect spirituel. On peut retrouver dans les vies antérieures donc des vies passées, pas seulement humaines d'ailleurs. On avait un haut niveau de conscience, je sais pas, des vies de lama tibétain, de chamans, de saints, de sages, indiens, etc. etc. Et c'est très intéressant de retrouver ces vies où on avait un haut niveau de conscience, parce que ça permet de réactiver, restimuler ce haut niveau de conscience, et ça peut grandement nous booster pour la vie actuelle. Bon, je laisse tomber la numérotation, je ne me rappelle plus à combien on en est. Un aspect aussi extrêmement intéressant et qui a beaucoup été développé par Michael Newton, donc un des grands spécialistes états-uniens de la recherche sur les vies antérieures, c'est l'entre-deux-vie, c'est-à-dire la période, l'intervalle entre une mort et la nouvelle naissance. Donc c'est intéressant par exemple sur le dernier entre-deux-vie, parce que on va beaucoup mieux comprendre le sens et la mission pour la vie actuelle, puisqu'on va revenir au moment où il a été décidé, mis en place, c'est-à-dire dans l'au-delà, lorsque nous étions plus exactement une âme, et que pour différentes raisons qui viennent justement de notre vie précédente, voire d'un certain nombre de vies antérieures, donc le moment où on a élaboré, décidé, avec l'aide de nos guides spirituels, de la mission pour la vie actuelle. Donc vous comprenez bien que c'est tout à fait fascinant et extrêmement intéressant et important de retrouver ce moment dans l'au-delà où s'est élaboré, où s'est décidé notre mission, notre objectif, notre contrat pour la vie présente. Également, dans l'au-delà, on retrouve, lorsqu'on se remémore l'intervalle dans l'au-delà, on retrouve notre moi supérieur, si vous voulez, notre personnalité, notre être éternel, et déjà en tant que tel, c'est extrêmement puissant pour notre évolution spirituelle que de nous reconnecter à notre moi divin, notre moi spirituel, notre moi éternel. D'ailleurs, quand on retrouve, car ce ne sont que des souvenirs au final, quand on retrouve ces souvenirs de l'au-delà, on se sent tellement bien, si vous voulez, qu'on aurait tendance à vouloir y demeurer, si vous voulez. Et donc,
on retrouve un état de paix, de joie que connaissent bien les gens qui ont expérimenté des NDE, Near Death Experience ou état de mort imminente en français. Également dans l'au-delà, on peut retrouver donc le contact avec nos guides spirituels et un certain nombre d'enseignants spirituels non incarnés dans l'au-delà à l'état d'âme. Et cela aussi c'est extrêmement intéressant intrinsèquement pour une recherche, je dirais, scientifique, expérimentale et également spirituellement, afin de retrouver ces enseignements. Et ces enseignements sont de deux types, si vous voulez, dans ce que j'appelle les universités de l'au-delà. Bon, je ne suis pas le seul à employer cette expression. Donc il y a d'une part des enseignements sur l'évolution générale des âmes dans le cosmos, dans l'univers, c'est déjà intéressant. Et puis il y a également des enseignements spécifiques qui nous sont personnellement destinés pour l'accomplissement de notre mission actuelle dans cette vie. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour et vous voyez que c'est absolument considérable du pourquoi retrouver cette vie antérieure, l'intérêt, la finalité de cette recherche. Encore une fois, en tout cas telle que moi je la propose scientifique, au sens d'expérimental, sur les vies antérieures. Et j'en viens enfin à la dernière partie de mon exposé de cette vidéo sur le comment. Comment retrouver ces vies antérieures ? Pour retrouver ces vies antérieures, en général, la plupart des praticiens recourent soit à l'hypnose, soit à la sophrologie. Il n'y a pas énormément de différence. Fondamentalement, il s'agit du même type d'état et du même type d'induction. Donc j'ai appris à retrouver mes propres vies antérieures et à amener d'autres personnes à retrouver leur vie antérieure par la sophrologie. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a une induction assez longue, elle prend une vingtaine de minutes ou un quart d'heure, avec des visualisations de couleurs, des comptages, relaxation des différentes parties du corps, voire même certaines musiques, etc. Et bon, moi j'ai un fond paresseux, ça m'ennuyait vraiment de recourir à tous ces protocoles, toutes ces inductions. Et en gros, comme la plupart des praticiens, j'avais entre 2/3 et 3/4, disons 3/5 de réussite. Il y avait une trentaine de pourcents de personnes qui n'y arrivaient pas. Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et en discutant avec les personnes qui bloquaient pour retrouver leur vie antérieure, je me suis rendu compte qu'ils avaient des réticences soit émotionnelles, par exemple peur de retrouver des vies antérieures où on s'est mal comporté, donc de la culpabilité, donc une émotion, soit des réticences émotionnelles, soit des réticences idéologiques, peur d'inventer, peur que ce soit l'imagination, etc., etc. Et que je me suis rendu compte que en discutant avec ces personnes, en leur expliquant un petit peu comment ça marche, le pourquoi, le comment, etc., je suis parvenu petit à petit à faire en sorte que tout le monde arrive à retrouver ses vies antérieures. Donc maintenant, j'arrive à 100% de réussite, si vous voulez, mais ça implique au préalable une discussion, une conversation avec les gens qui ont peur d'inventer, peur d'imaginer, ou qui ont peur de retrouver quelque chose qui leur poserait problème, etc. Et dans le même temps, je me suis dit, bon, si les échecs sont dus à des réticences inconscientes et non élucidées, alors c'est peut-être pas la peine de s'embêter avec tous ces protocoles lassants, ennuyeux, répétitifs. Donc j'ai mis à peu près une vingtaine d'années, parce que je fais des recherches depuis très très longtemps sur cette question, à m'autoriser à supprimer l'ensemble des protocoles. Donc j'ai d'abord supprimé telle ou telle forme de comptage, de couleur, etc. Puis je me suis rendu compte que ça marchait tout aussi bien. Donc un jour je me suis dit, bon, je vais supprimer toutes les inductions sophroniques, et ça marche tout aussi bien. Donc maintenant je propose un accès direct aux vies antérieures, seulement en se posant une question, en laissant venir la réponse, et écoutez, tout le monde y arrive en quelques secondes, et ça fonctionne, si vous voulez, un petit peu comme un magnétoscope. Un magnétoscope, vous allez en arrière, vous allez en avant, donc il suffit de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant ou qu'est-ce qui se passe après, et les réponses viennent sous forme de flash, sous forme d'images qu'après on peut développer à volonté. Il faut bien comprendre que la mémoire des vies antérieures ne présente pas de caractère spécifique ou particulier par rapport à la mémoire de la vie actuelle, à ceci près que c'est une mémoire oubliée. Et donc quand on retrouve un
un moment, un morceau de vie antérieure. C'est un petit peu comme les dernières vacances qu'on a passées l'été dernier. Et donc on peut se dire, bon bah qu'est-ce que je faisais au mois de juillet, qu'est-ce que je faisais au mois d'août, qu'est-ce que j'ai fait ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après. Ça marche exactement de la même manière, si vous voulez. Il suffit de se poser la question et de laisser venir la réponse. Et les souvenirs reviennent. Et voilà, c'est un processus tout à fait naturel, en fait, simplement oublié et ignoré. Voilà, j'ai un peu fait le tour des différents points que je voulais aborder dans cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.